mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal, nous sommes au rendez-vous pour vous décortiquer l'actualité sociopolitique d'ici et d'ailleurs avec nos invités sur le plateau. Vous les avez réclamés à travers vos commentaires, ils sont de retour. Voilà. Moi-même, parfois, en la regardant parler sur ce plateau, je me demande ce qu'ils mangent pour avoir autant d'énergie à parler pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils lisent pour avoir autant de finesse dans leur réflexion, de leur expression? Où est-ce qu'ils fouinent pour avoir autant d'éléments d'information à nous donner, à nous livrer? Ici, en fait, c'est de l'expertise gratuite, comme le dit l'autre. Bref, Luc, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et ceux qui nous suivent sur Internet. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de venir partager ce que nous avons comme acquis intellectuel sur le plan de l'actualité, etc. Voilà, le plaisir est partagé en tout cas. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Luc, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers cette fenêtre. Voilà, vous avez déjà les invités, il s'agit de Luc Abaki, journaliste, chroniqueur. J'ajoute toujours SDG de Sud Média, d'un média que certains ont cru devoir fermer. Voilà, il est avec nous et le patron du journal L'Alternative, Ferdinand Haïté. C'est avec les deux invités là que nous allons décortiquer l'actualité de la semaine. On commence d'abord avec la médiation du Togo entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Fogna Sigbe pourra-t-il réussir cette épreuve? Voilà. Alors, Fogna Sigbe pourra-t-il réussir? On attend de voir. Sauf que le premier round nous donne le sentiment que c'est beaucoup d'épreuves. Hein. C'est une difficulté, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, pourquoi? Parce qu'on a en face des partenaires, des protagonistes qui ne se portent pas en amitié en tout cas. Et la Côte d'Ivoire, chapeauté donc par la personne de Alassane Ouattara, a une certaine forme de prédominance dans notre sous-région, vous le savez. Simplement parce que, oui, Ouattara, quand vous revisitez un peu son parcours, vous savez que c'est quelqu'un qui a eu un parcours suffisamment lisse. Voilà, il a eu les grands postes les plus jutés au plan international. Et en tant que tel, lorsqu'il est à la tête du pays, il a le sentiment d'être l'expert qui maîtrise pratiquement tout et donc qui se dispose à répandre sa lumière sur pratiquement l'ensemble des pays de l'espace CEDEAO. Et lorsque une situation comme celle des 49 militaires survient, où il y a beaucoup de zones d'ombre et où, manifestement, quoi que l'on dise, on se rend compte que la Côte d'Ivoire, même si elle n'avait pas de mauvaises intentions contre le Mali, a manqué d'être précautionneuse dans l'envoi de ce contingent. Et que bon, dans ces conditions-là, la Côte d'Ivoire est en situation de faiblesse dès l'instant où il est établi que la MINUSMA ne reconnaît pas le contexte d'envoi de ce contingent. Et l'État malien dit ne pas avoir donné d'autorisation. Et la Côte d'Ivoire elle-même a eu à prendre une position qui a été malheureusement démolie par les Nations Unies. Donc, en vérité, on peut se dire que la Côte d'Ivoire est en tort, du moins pour avoir manqué de prendre des dispositions nécessaires, réglementaires, qui doivent gouverner précisément l'envoi de ces genres de contingents. Dans un tel contexte où les Maliens savent que le président Ouattara a été celui qui fut le plus grand frondeur contre eux, et donc qu'il ne les porte pas du tout dans son cœur, et à partir d'un certain nombre d'actes qu'il a eu à poser précisément, qui ont abouti aux sanctions, et puis à tout ce qui a eu comme fronde au plan international contre donc les dirigeants maliens. Bien sûr que ceux-ci ont toutes les raisons d'être très très tatillons, surtout qu'ils ont trouvé l'occasion de tenir, si vous voulez, le président Ouattara par les couilles, comme pour être un peu trivial, voyez-vous. Donc dans ce contexte-là, le président du Togo, qui se trouve finalement être le médiateur chevronné de certaines crises dans notre sous-région, va se heurter à des pannes sérieuses.
En témoignent justement les deux positions qui ont été affichées lors de la première rencontre le jeudi dernier, où les Maliens exigent ne serait-ce que des excuses publiques, un regret, et puis bon, un certain nombre de dispositions qui garantiraient des relations plus saines avec la Côte d'Ivoire, de sorte que bon, ils soient à l'aise à se dire notre voisin n'est pas celui-là par qui notre mal viendra. Alors qu'au même moment, la Côte d'Ivoire n'est pas dans cette disposition et elle n'entend pas céder parce qu'elle considère avoir les moyens de contre-attaque. Voyez-vous? Donc, dans un tel contexte, on se demande vraiment si le président Faure aura le génie nécessaire que nous n'avons pas encore vu, mais peut-être qu'il saura inventer pour pouvoir rapprocher les positions et donc faire en sorte que ce différend qui oppose le Mali à la Côte d'Ivoire puisse appartenir au passé. On attend tout simplement de voir. On attend tout simplement de voir. Et Ferdinand, ce dossier-là, ça devient un plat chaud entre les mains du régime togolais. Ah mais c'est le régime même qui s'est invité dans cette affaire. Moi j'ai eu à le dire, je dis mais à chaque fois qu'il y a une occasion, le régime togolais cherche à exister, hein, même si ces prétendues médiations ne rapportent rien au pays. Le fait qu'on parle d'eux sur les grands médias, hein, que le Togo était au Tchad, le Togo est maintenant au Mali, ça leur suffit largement. Pour eux, c'est un motif de satisfaction parce qu'on parle d'eux, on ne parle plus de la situation intérieure. Vous savez que nous avons nos propres problèmes à l'intérieur du pays. C'est quand même paradoxal qu'on a des prisonniers ici, on en a plein, hein, on a des prisonniers ici. Le demi-frère même de Fonia Singbe est en prison depuis plus de, je sais pas, 15 ans ou quoi, malade, opéré, il est là. Il y a tous ces jeunes qu'on a arrêtés dans le cadre de Tigre Révolution, les Aziz Goma, les Jean-Paul Omolou, et tout ce que vous pouvez ajouter qui sont en train de croupir en prison. Nous ne les relâchons pas, on n'a pas pitié d'eux, on ne prend pas leur cas en pitié et on laisse nos propres prisonniers pour aller s'occuper, pour aller régler les palabres de voisins qui se sont fâchés pour une affaire d'incompréhension. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas, dès le départ, j'ai dit que cette affaire, moi, au regard des éléments, j'ai dit que cette affaire, c'était pas une agression ou une intention agressive. Les gens ont crié, mais après, quand on a vu les explications, on s'est rendu compte que c'est un dysfonctionnement. C'est un business, en réalité, entre tous ces pays-là qui a mal tourné. Et le business, c'était depuis 2019 qu'ils faisaient ça. C'est-à-dire que ces militaires qu'on vient d'arrêter au Mali faisaient la ronde depuis. Chaque 6 mois, ils avaient des relais. Ce qu'on oublie de dire, les 49 qui sont arrivés sur le territoire malien sont venus remplacer d'autres 49 qui sont partis la veille. Voyez-vous? Donc c'est un business, l'ONU même est embarrassée, Ouattara est embarrassé, et c'est pas, l'Allemagne même est embarrassée parce que tantôt on a dit que c'est pour sécuriser les sites allemands, et donc on a refilé la patate chaude à la Côte d'Ivoire et au Mali de se débrouiller. Mais je pense que il y a eu un précédent. Les Danois, c'est ça, les militaires danois, ils étaient arrivés au Mali. Le Mali a dit non, nous ne les avons pas invités, ils sont arrivés comme ça et nous leur demandons de repartir. Et les Danois sont repartis, c'est ça non, avec leur matériel. Mais après, il y a des sources dans le gouvernement malien qui ont confirmé que oui, nous les avons invités, mais comme on était en crise avec Takuba, à leur arrivée, ils ont balancé, ils ont coupé leur transbordeur, c'est-à-dire que les Danois, ils ont coupé le transbordeur de leur avion et ont balancé leur fréquence sur les dispositifs de Takuba. Donc nous n'avons pas pu savoir quelle communication ils faisaient. Donc nous avons trouvé que c'était un acte hostile. Nous avons demandé qu'ils repartent. Ils sont repartis, il n'y a pas de problème. Ils sont repartis. Maintenant, le cas des militaires ivoiriens, je pense que la sagesse voudrait que maintenant que toutes les explications ont été données, on a vu là où il y a les dysfonctionnements, il suffit de les relâcher. Et puis, entre la Côte d'Ivoire et le Mali, que l'entente revienne. Parce que les deux pays sont liés sur le plan des populations, sont liés sur le plan économique, sont liés par beaucoup de choses. Donc, on n'a pas intérêt à entretenir la tension. Parce que les Maliens ont un conseiller dans l'ombre que les gens ne citent pas. C'est Guillaume Soro. Les Maliens ont un conseiller dans l'ombre que les gens ne citent pas. C'est Guillaume Soro qui veut utiliser le Mali comme
un repli pour embêter Ouattara. Les Ivoiriens le savent. Il y a le conseiller de Soro qui a été reçu à Bamako, n'est-ce pas? Et le Camerounais. Oui. Il est passé sur tous les médias, y compris même les médias publics maliens. Il a insulté proprement Ouattara. Les Ivoiriens voient ça. Donc, de part et d'autre, on n'a pas besoin d'aller à l'escalade. Il faut régler ce problème-là. En temps normal, on n'a même pas besoin de médiation. Une fois que l'ONU a apporté les clarifications, bon, c'est une incompréhension, on s'entend, bon, les militaires retournent, et puis bon, voilà quoi. Maintenant, le Mali dit, ah, bon, avant que je ne lâche les militaires, il faut m'envoyer les opposants qui sont chez vous. Ça se passe dans quel pays? Ça se passe comment? Les gens de l'ancien régime qui sont en Côte d'Ivoire, on suppose qu'ils sont des réfugiés. Vous ne pouvez pas dire à un État d'extrader des réfugiés avant que vous ne libérez les militaires qui sont arrivés à la suite d'une incompréhension. Ça devient quoi? Ça devient des otages ou un chantage. Donc, moi je dis, dans ce cas-là, j'ai bien des doutes que la médiation togolaise, qui est d'ailleurs connue être proche de la junte, le régime togolais est le parrain des Maliens aujourd'hui. Tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pourquoi moi, je suis très intrigué par les relations entre la junte malienne et le régime togolais. C'est pour ça que je suis réservé par rapport à la junte malienne. Si vous estimez que vous êtes des jeunes officiers, vous êtes venus pour donner un coup de libération à l'Afrique, et notamment l'Afrique francophone par rapport au système néocolonial, votre parrain ne peut pas être le régime togolais. Votre parrain ne peut pas être le régime togolais, qui est un régime lui-même cinquantenaire ou soixantenaire, issu même de la France-Afrique, dans toutes ses bases. Donc, cette relation-là, moi, personnellement, ça m'intrigue. Et maintenant, on cite un troisième larron dans le jeu, c'est Soro. Soro même a sorti un communiqué, vous l'avez lu, quand il y a eu l'histoire des 49 militaires. Il a appelé Sassou Nguesso et il a appelé Faure Gnassingbé à s'impliquer dans la crise. C'est 2 jours après que le Togo a dit « je suis médiateur ». Ça veut dire que les éléments du puzzle sont en train d'être rassemblés, voyez-vous. Et donc, Lucas dit tantôt que, bon, Ouattara, il est ce qu'il est, tout le monde sait ce qu'il est, comment il est parvenu au pouvoir, comment aussi il n'est pas un homme de parole. Mais quand vous êtes dans une organisation régionale comme l'UEMOA, et vous avez un pays qui pèse 40% dans l'économie de l'UEMOA, parfois ce pays a une voix au chapitre. C'est comme l'Allemagne et la France, c'est la locomotive de l'Union européenne. À un moment donné, quand les 2 pays parlent, les autres sont obligés de s'aligner, voyez-vous. Donc, peut-être que c'est sur ça que la Côte d'Ivoire joue, en disant, dans l'espace UEMOA, nous sommes le pays économiquement le plus important, c'est à cause de nous qu'on a la stabilité et on a tout. Parfois, on a une voix prépondérante sur les autres. Je pense que c'est sur ça que la Côte d'Ivoire joue, mais on n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que cette crise-là continue d'être alimentée par des réseaux en réalité, qui n'ont aucun intérêt à ce que les 2 pays s'entendent. Les Maliens, aujourd'hui, ont intérêt à se concentrer sur les djihadistes qui sont en train de gagner du terrain et à trouver les moyens pour les bouter hors de leur territoire, plutôt que à se faire, à entretenir des crises comme ça qui, à long terme, vont être dénouées. Elle sera dénouée, mais elle va laisser des traces. Voilà ce que moi je pense par rapport à cette médiation. Et j'ai bien peur que la médiation togolaise ne donnera pratiquement rien. La première rencontre n'a rien donné. Il semble que les délégations sont reparties assez furieuses. Bon, maintenant on verra. un premier échec. Et à la suite de cet échec-là, le Mali fait du chantage et la Côte d'Ivoire maintenant menace de couper l'énergie. Non, vous savez, ce que je dis, c'est vrai, j'ai suivi beaucoup, ils n'ont pas menacé. Ils disent clairement, bon, je crois qu'ils ont soumis, ils ont posé un certain nombre de conditions. Et moi, ça me paraît quand même logique. Ça me paraît logique. C'est vrai que Ferdinand essaie de nuancer la situation des 49. C'est une incompréhension, d'accord, mais à partir du moment où il s'agit des pays souverains, qui ont des mécanismes de fonctionnement qui sont bien connus, à partir de l'instant où il y a l'amunissement avec tout un contrat de travail avec les États, une fois que c'est connu désormais qu'il y a eu une faute,
moi je crois que l'élégance politique, la sagesse voudrait qu'on prenne ses responsabilités. Sans compter sur ce qu'on vaut, à vrai dire. Que vous valiez 40% de l'économie de l'UEMOA, d'accord. Mais cela n'exclut pas que si vous avez commis une erreur, en passant, que vous puissiez l'assumer. C'est d'ailleurs lorsque vous êtes aussi grand et vous reconnaissez vos manquements que votre grandeur s'étend davantage, voyez-vous. Donc moi je crois que c'est un besoin de sagesse. Et comme je l'ai dit, en réalité le vrai problème entre les deux pays, ce sont ces positions politiques qui sont liées à des intérêts stratégiques, voyez-vous. Personne ne peut nier aujourd'hui que la France, c'est l'antichambre de la Côte d'Ivoire est l'antichambre de la France. Et donc, à partir de la Côte d'Ivoire ou de la personne de Ouattara, la France essaye de reprendre pied, en tout cas, d'infuser ses instructions au sein de la CEDEAO et tout. Bon, tout ça là, à partir de l'instant où on sait que les dirigeants maliens sont dans une posture de s'affranchir du pouvoir tutélaire de la France, on comprend pourquoi cette situation se complique. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est au-delà, en fait, de cette question des 49 militaires. Et je crois que c'est un bon prétexte dont se sert maintenant le Mali pour pouvoir contraindre la Côte d'Ivoire à la lâcher, en fait, à les lâcher et à leur laisser la liberté qu'il faut. Dans tous les cas, nous, en tant qu'observateurs, analystes de ces genres de faits, nous n'avons aucun intérêt à envenimer la situation. Notre aspiration, c'est qu'il puisse avoir, au sein de cet espace-là, des relations les plus cordiales possibles, qui puissent alors favoriser la fécondation quand même d'une vision commune. Parce que la CEDEAO a une vision, a une vocation, qui dure plus de 43-45 ans et qui n'a jamais été réellement matérialisée, qui est donc l'intégration sous-régionale, l'épanouissement des peuples, le renforcement des économies, l'assainissement, la fondation des valeurs démocratiques, etc., etc. Je suis même surpris de constater que la CEDEAO ne s'est pas saisie de ce dossier-là, qui commence quand même à polluer un peu l'atmosphère au sein de la sous-région, parce que, je crois que Ferdinand l'a dit, si on voit un Faure Gnassingbé être aussi proche des dirigeants maliens, pendant que la Côte d'Ivoire s'allie peut-être à la France ou à d'autres partenaires pour commencer à tirer véritablement les ficelles de la discorde, ça veut dire qu'on est au bord d'un processus de dislocation de la CEDEAO elle-même. Donc je suis surpris d'observer le silence aussi curieux de la CEDEAO lorsqu'il y a des prémices, des mésententes ou même d'un bras de fer entre États. Il aurait fallu, dans sa vocation d'anticiper sur les crises, il aurait fallu que la CEDEAO commence quand même à une action qui montre que elle est quand même, elle suit de près ce qui se passe au sein de entre les deux pays, et qu'elle appelle quand même les deux à la désescalade, à l'apaisement, etc., etc. C'est comme ça qu'on anticipe. Et c'est d'ailleurs à cause justement de cet endormissement de la CEDEAO, de sa négligence, de son incapacité à anticiper et à prendre les taureaux par les cornes, que nous constatons et tout le désordre qu'il y a au sein de nos pays, et qui engendre même des coups d'État, la malgouvernance, et un certain nombre d'écarts dans le comportement de nos dirigeants. Et puis après coup, c'est en ce moment que la CEDEAO commence à s'irriter, à s'agiter, à vouloir régler, ou même à replâtrer des plaies, au lieu de songer à régler les causes. Voyez-vous? Donc vraiment, moi je suis sidéré d'observer cette indifférence de la CEDEAO, et quand j'entends le président Bissau-Guinéen, le nouveau président en exercice de la CEDEAO, qui proclame le projet de mise en place d'une force pour lutter contre les putschs, pendant qu'il ne parle pas des causes de toutes ces putschs et tout ce qui se passe dans notre sous-région, je suis quand même un peu abattu d'observer qu'ils ne sont pas capables d'initiatives assez louables qui nous permettraient d'être heureux d'appartenir à cette communauté. Ouais. Et Luc, et Ferdinand, tu as évoqué tout à l'heure la France-Afrique. On sait que la Côte d'Ivoire et le Togo sont des ailes marchandes de la France-Afrique. Et si le Mali s'approche du Togo, normalement cette médiation-là, bon, la Côte d'Ivoire devait accepter, ça pourrait passer très facilement. Non, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que cela.
D'abord, c'est le Togo qui s'invite comme médiateur, avant que ce dossier ne soit officiellement communiqué au Togo par le Mali, parce que la communication qui a eu lieu, c'est que les Maliens ont dit, le chef de l'État togolais a accepté de jouer les médiateurs. Le Togo avait dépêché un émissaire discrètement chez Ouattara, un vieux baron qu'on avait dépêché rapidement chez Ouattara, je ne vais pas citer son nom, mais qui est allé chez Ouattara. Et c'est le Togo qui a proposé ses offices. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, le Togo se bat pour exister. Dans tout, s'il y a un petit problème quelque part, ils veulent s'inviter pour dire, bon, nous sommes là pour qu'on dise qu'on existe. Et ça leur permet de cacher leurs propres problèmes intérieurs. Vous voyez ce que, plus on parle du Togo à l'extérieur, on dit le Togo est médiateur. Pendant ce temps, on oublie que le Togo même est en crise politique. On oublie que le Togo a des prisonniers. On oublie que le Togo a même a ses propres soucis, voyez-vous. Et ça leur permet de masquer ça. C'est une stratégie connue de tous les régimes autoritaires, voyez-vous. Et donc, dès le départ, dès que la junte, pas la junte, le premier coup d'État, dès le premier coup d'État, les Togolais se sont rapprochés des Maliens. Jusqu'à ce jour, les dirigeants togolais. Les dirigeants togolais. Ouais. Jusqu'à ce jour, personne ne sait ce qui lie les autorités de Bamako et les autorités togolaises. Le rythme de leur fréquentation est inquiétant. Ils se visitent discrètement tout le temps. Les Togolais vont là-bas, ils viennent ici. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle moi j'ai toujours relativisé ma position par rapport aux dirigeants du Mali. Je ne suis pas enthousiaste parce que je dis toujours, je viens de l'expliquer. Et je le dis à haute et intelligible voix. Il y a des Togolais par exemple qui applaudissent des deux mains ce que les Maliens font. C'est bien, parce que ce qu'ils font mérite une sympathie. Mais si vous, des Togolais, vous voulez le changement dans votre pays, c'est-à-dire vous combattez le régime togolais, et il se fait que le régime togolais est ami au régime malien que vous acclamez, on revient à la vieille maxime qui dit l'ami de mon ami, voyez-vous, l'ennemi de mon ennemi ou l'ennemi de mon ami. Voyez-vous, c'est une vieille maxime connue, théorisée dans plusieurs livres. Alors, si les Togolais sont avec les Maliens, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Qu'est-ce qu'ils font vraiment ensemble? Est-ce que, pourquoi les Maliens, par exemple, qui sont porteurs d'une nouvelle Afrique, qui disent l'Afrique doit se débarrasser de toutes les ingérences extérieures, sont amis à un régime comme le régime togolais, qui lui est une fabrication totale des puissances étrangères? Il y a fondamentalement quelque chose d'illogique dans cette amitié-là. Et donc, moi je dis, quel est l'intérêt du Togo à être auprès des Maliens? Vous pouvez peut-être trouver la réponse dans la tribune que le ministère des Affaires étrangères du Togo a signée. Il y a beaucoup de Togolais qui regardent mais qui ne lisent pas. Robert Doucet a signé une tribune où, subitement, il devient grand panafricaniste. Vous avez lu la tribune? Que nous n'allons pas nous laisser imposer dans le journal Le Temps en Suisse. Ouais. En Suisse, qu'on ne va plus se laisser piétiner par les puissances étrangères et tout et tout. Alors que le régime dont il est le ministre des Affaires étrangères est un régime fabriqué de toutes pièces par les puissances étrangères. Alors, dans cette histoire du Mali, le Togo cherche à redorer son blason. C'est pour cela que je ne comprends pas pourquoi la junte malienne les cautionne. Parce que les Togolais savent qu'aujourd'hui, la tendance en Afrique, c'est le panafricanisme. C'est l'anti-Occident. Mais le régime togolais est en difficulté. Il est en difficulté depuis que certains régimes ont changé dans le monde. Trump est parti. Avant, quand Trump était là, quand le Togo était aligné strictement sur Israël, on le recevait chaque 2 semaines à Washington. On le recevait aussi en Israël tout le temps. Quand Merkel était là, ils avaient les portes largement ouvertes. La France jouait un peu l'hypocrisie. Maintenant, il y a de nouveaux régimes qui sont arrivés là-bas. Ces régimes savent très bien, on va en discuter dans le second sujet, que le régime togolais n'est pas fréquentable. Donc, il les tient à distance. Et le Togo a compris que pour gagner un peu en sympathie en Afrique, aujourd'hui, la tendance, c'est être panafricaniste. Nous allons rentrer dans la tendance. Et donc, en s'approchant des Maliens, on gagne en sympathie. Et dans l'opinion africaine, j'ai même entendu quelqu'un
qui a savonné proprement les Togolais sur les réseaux sociaux, qui depuis un certain temps ne critique plus le régime togolais. Il dit non, de ne pas, parce que le Togo fait un bon travail au Mali. Vous comprenez déjà les résultats de ça. Et donc, les Togolais qui disent lutter contre le régime doivent avoir la lucidité de détecter ce jeu-là qui est en train d'être fait. Je les renvoie à lire la tribune qui est sortie dans le journal Le Temps en Suisse, pour comprendre si le Togo, qui doit tout aux puissances extérieures, peut aujourd'hui dire que nous sommes panafricanistes, donc on ne veut plus que les puissances étrangères nous piétinent. Non, c'est un jeu. Donc, Ouattara, bon, quand il se voit avec Ford dans les conférences, ils sont bien amis, mais chaque pays a ses intérêts. Chaque pays cherche à préserver ses intérêts. Et vous savez que les Ivoiriens, c'est des gens, je viens de le dire, Luc a essayé de relativiser, c'est des gens qui sont très, très, très jaloux de leur position en Afrique de l'Ouest. C'est des gens qui sont très jaloux de leur position en Afrique de l'Ouest. Vous savez comment ils raisonnent, les Ivoiriens. Quand vous les entendez même parler, ils disent, bon, chez nous, il y a tout, hein. On n'a pas besoin des autres pour vivre. Nous avons été le pays d'hospitalité. Depuis le feu Boigny, on a accueilli tous les Ouest africains. Bon, voilà, nous, on ne doit rien à personne. C'est ce qu'ils disent. Et donc, je pense que on va suivre. Nous allons continuer par suivre l'évolution de la situation. Il y a des choses qu'on va découvrir. Plus on va avancer, plus on va découvrir ce qui se joue réellement. Vous savez que le Togo, quand le Togo met pied quelque part, l'histoire est là, pour nous rappeler. On apprend après que bon, il y a eu ci, il y a eu ça, Angola, Sierra Leone et Libéria, on a appris beaucoup de choses. Donc, ce qui se fait aujourd'hui entre l'axe Bamako et Lomé, on le saura plus tard. On le saura plus tard. Mais est-ce qu'aujourd'hui le Togo a les capacités, les moyens de dire à la Côte d'Ivoire, bon, baissez la garde, laissez nos amis maliens tranquilles, on va faire ci, on va faire ça. Ça va être compliqué. Donc, c'est pour cela que moi je pense que le Togo n'aurait même pas dû s'inviter dans cette histoire-là. Mais l'envie d'exister et de faire croire que nous représentons quelque chose dans la région pour cacher nous-mêmes nos propres problèmes intérieurs font que, bon, on saute dans tous les dossiers. On était au Tchad. Aujourd'hui, plus personne ne parle du Tchad. Quand le petit débit est venu, on a fait venir ici les rebelles tchadiens. J'oublie un peu leur nom, il y avait un même qui vivait au Togo. On a fait venir des délégations ici qu'on a perdu au 2 février. On a entamé des discussions. Le ministre des Affaires étrangères togolais a fait le tour plusieurs fois en N'Djamena. Les autres sont venus ici. Depuis 3 mois ou 4 mois, depuis que la crise malienne s'est envenimée et que le Togo s'est concentré sur le Mali, plus personne ne parle du Tchad. Les Tchadiens règlent leurs problèmes avec le Qatar. Ils vont à Doha, voyez-vous. Donc ça nous a apporté rien, mais ça a permis qu'on cite nos noms dans les grands journaux sur le plan international, que nous sommes un pays médiateur. C'est tout ça qu'on cherche, c'est tout. Non, en fait, vous voyez comment moi je perçois toute cette situation, ainsi que la médiation du Togo et tout. Vous voyez, lorsque vous vous noyez dans une rivière. Une fois que vous attrapez quelque chose, vous ne vous demandez pas si c'est la tête du caïman ou c'est la rive que vous venez de prendre. J'inscris la position des Maliens dans ce registre-là, où ils sont acculés de partout à cause de leur choix politique. Et dans ce contexte-là, quelqu'un vient pour leur dire, bon, mais on va essayer d'intercéder pour vous. Mais on vous laisse la latitude d'intercéder. Si vous donnez des bons résultats, tant mieux. Mais si vous n'en donnez pas, nous prenons acte de ce que, bon, ben, vous n'avez pas été capable. Donc, je considère que le rapprochement du pouvoir du Togo à celui de Goïta ne peut se justifier que par cela. Et moi, j'ai envie d'apprécier juste les actes qui nous sont présentés, en fait. Voyez-vous, je vois le Mali en situation difficile parce qu'il y a une digue internationale contre ce pays du fait de ces choix stratégiques et politiques qui veut diversifier les partenaires. Et donc, dans ces conditions-là, les partenaires traditionnels, habituels, ne sont pas contents. C'est un peu comme le contexte d'une rupture entre copains et copines qui ne marche pas parce que, bon, ben, le copain a encore des ressentis et il prend cela comme un affront. Et donc, il utilise tous les moyens dont il dispose pour pouvoir nuire à la fille. Et donc, je considère que c'est ce qui est en train de se passer. La deuxième chose que je voudrais observer, en fait, c'est que, vous voyez, j'ai vécu une histoire entre-temps où quelqu'un traitait un monsieur d'être extrêmement radin. Que
que non, c'est un monsieur qui ne donne pas du tout, il n'est pas du tout sérieux, il n'est pas... Au même moment, je vois un autre ami qui me parle de la même personne, mais avec un autre regard. Parce que ce dernier a posé des actes dans la vie donc, de cet ami, et puis qui lui a permis de devenir grand. Tout ceci pour dire quoi? Autant nous avons des problèmes avec notre régime ici, nous le connaissons, beaucoup de défaillances, des manquements par rapport à la gouvernance, au choix politique, à la vocation d'épanouissement de la population, etc. Autant les Maliens ont un autre regard de ce même régime parce que les registres dans lesquels chacun tire son profit ne sont pas les mêmes. Voyez-vous? Donc, dans tous les cas, si les Maliens ne se montrent pas suffisamment vigilants, y compris les méthodes que nous dénonçons ici par rapport à notre régime, c'est eux qui vont s'effondrer. Et nous serons là précisément pour leur rappeler justement que, ben écoutez, vous nous avez vendu de l'air et nous ne sommes plus disposés à vous accompagner parce que vous avez failli pour la simple raison que vous avez manqué de vigilance. Vous ne pouvez pas être porteur d'un rêve, d'une vision et vous laisser affaiblir par, voyez-vous, des gens relativement peu fréquentables. Voyez-vous? Donc, pour l'instant, moi je m'en tiens aux actes que chacun pose. Je vois que le Togo dit, bon, mais écoutez, je veux intercéder pour le Mali. J'ai vu un premier résultat dans la première médiation. Je ne sais pas si ça va mettre au compte du Togo par rapport à la levée des sanctions sur le Mali. Maintenant, il y a une histoire de 49 militaires. On dit que le Togo est encore médiateur. Mais j'attends de voir. Si cela permet de résorber le problème et de dissiper la tension actuelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire, on applaudit. Du moins sur ce volet précis. Cela n'occulte pas notre regard sur les manquements de notre propre pouvoir. Et donc, nous allons dénoncer des faits, les carences qui existent, de telle manière que, parce que nous croyons véritablement que tout homme est perfectible. Et puis, de ce point de vue, je vais peut-être aller un peu plus dans le sens de Ferdinand cette fois-ci, où, effectivement, moi aussi j'ai lu la tribune du ministre Doucet, ainsi que les commentaires qui en sont suivis. Moi-même j'en ai fait un d'ailleurs. Alors j'observe tout simplement une chose, c'est que il y a par moments ce que nous appelons la volonté. Tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde, à un moment donné, a envie. Il n'y a même pas un régime qui se connaît mauvais, qui se connaît véritablement dictatorial. Mais vous avez des aspirations théoriques, vous avez des envies qui vous viennent comme ça, des illuminations, des désirs, et puis vous les accouchez par écrit. Mais au-delà de cette volonté que vous exprimez de façon théorique, il y a ce qu'on appelle la capacité, qui alors permet la matérialisation effective des idées que vous émettez. Et c'est là où c'est éprouvant pour quelqu'un qui ne s'est pas auto-éduqué, qui n'a pas éduqué ses propres réflexes, qui n'a pas la capacité de maîtriser ses pulsions intérieures, et donc qui subit justement les élans charnels, etc., etc. Je crois que notre régime est dans cette difficulté-là. Même si aujourd'hui, il y a une volonté qui voudrait que, écoutez, on change de nature, on change de méthode, on change d'aspiration, on change d'alliance au plan international. Leur histoire, leurs propres réflexes, leurs habitudes et leurs mécanismes de fonctionnement les ont tellement fragilisés qu'ils n'ont plus l'énergie ni le souffle pour bousculer le statu quo en vue d'espérer un quelconque résultat. Voyez-vous? Donc, c'est une bonne chose de parler, d'écrire, ça peut servir à la littérature, ça peut servir à la réflexion, et nous qui aspirons à quelque chose de nouveau, on va s'appuyer, on peut même les citer, tout en sachant que leur légitimité à faire ce genre de déclaration est à remettre en cause. Voyez-vous? Mais nous avons besoin des instruments d'analyse, de discours, de raisonnement, etc., etc. Et en cela, je dis, écoutez, c'est quand même un acte audacieux de la part du ministre Doucet de tenir ce langage à la place publique alors qu'il a encore revêtu des attributs de diplomate qui demandent une prise de gants chaque fois que vous devez parler. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il n'y ait pas des conséquences d'un tel langage qui reflète finalement des aspirations du pouvoir togolais aujourd'hui. Alors ces aspirations-là, même si tout le monde sait qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir les matérialiser, de les concrétiser dans leur vécu, dans leur système de gouvernance, cela n'empêche pas
que les partenaires traditionnels, par qui ils ont vécu jusqu'à aujourd'hui, se sentent heurtés. Puisque ce langage-là devient un langage qui tente de s'affranchir de ce pouvoir tutélaire d'hier, alors qu'en réalité, ils doivent tout à ces gens-là. Voyez-vous? Donc je crois que la difficulté, elle est là-bas. Mais nous, puisque nous sommes des observateurs, nous utilisons juste les éléments qu'ils mettent à notre disposition. Et puis, on trace notre voie par rapport à notre vision, quitte à ce que la masse y adhère, et de sorte qu'on puisse atteindre notre résultat. Non, c'est tout. Voilà. Bon, moi je conclue en disant que, là où Luc a terminé en disant qu'il ne s'agit pas de s'affranchir des tutelles. Il s'agit juste de... C'est une manœuvre. C'est une manœuvre. On ne se lève pas un matin pour dire dans une tribune à ceux qui vous ont fabriqué et vous ont soutenu pendant 50 ans, 60 ans au pouvoir, au prix même des exactions, au prix des violations des droits de l'homme, de la corruption, des élections frauduleuses, des modifications constitutionnelles. On ne se lève pas un matin pour dire à ces gens que bon, nous n'acceptons plus que l'Occident nous dise ce que nous devons faire. Maintenant, nous voulons un monde multipolaire, donc on va aller du côté... Non, c'est une manœuvre pour des gens qui sont en difficulté, qui ne veulent pas s'affranchir des anciennes puissances tutélaires ou bien des puissances tutélaires pour faire quelque chose de bien, mais ils veulent juste s'affranchir de ces gens-là pour maintenir le système. Ils cherchent de nouveaux alliés pour maintenir le système. Ça, c'est sûr. Et c'est le panafricanisme qui a aujourd'hui la vague sur laquelle ils sont en train de surfer. C'est la nuance qu'il faut apporter. C'est le jeu qui est en train d'être fait. Et le régime togolais doit tout à l'Occident. La France en particulier, les États-Unis, l'Allemagne et tout ça, on en parlera tout à l'heure. Et tout ce qui s'est passé dans ce pays, on n'a jamais vu l'Asie, la Russie, quoi que ce soit, soutenir ce régime-là. Tout a été soutenu par l'Occident. Ce n'est pas du jour au lendemain où maintenant, quand on vous envoie des signaux rouges, on vous dit, bon, ça va, vous avez trop duré au pouvoir, cherchez un moyen pour passer la main. Parce qu'il y a des codes qui se passent, on entend des choses. On est très renseignés. Maintenant qu'on leur dit, bon, ça va comme ça, essayez de trouver une porte de sortie. Et comme ils ne veulent pas partir, ils commencent par signer des tribunes pour dire, oui, nous, on n'accepte plus des injonctions de l'Occident. On est maintenant panafricanistes. C'est de la manœuvre. Ce sont des manœuvres, ça. Donc, il faut que nous ayons la lucidité pour comprendre ça. Relisez la tribune. Ne le lisez pas en diagonale. Ne la lisez pas en diagonale, lisez la tribune, pesez chaque mot qui a été écrit dans cette tribune-là et comprenez ce que les gens sont en train de faire. Il le faut, parce que les Togolais, il y a beaucoup de Togolais qui suivent la masse. Voyez-vous, parce que nous, on est des journalistes, on n'est pas des activistes. On n'est pas des gens qui sont à la recherche du buzz. On compile des éléments, on a des éléments factuels et on fait des analyses. Mais l'activiste ne voit pas la subtilité dans tout ça. Lui, il cherche rapidement à frapper. Il dit, que celui-ci est contre nous, il le frappe. Mais nous, on a l'obligation de faire des analyses pour amener les gens à comprendre la subtilité de ce qui est en train de se passer. Si vous ne faites pas attention, vous allez applaudir les mêmes bourreaux qui se déguisent autrement. Donc c'est ce que je tente, et Luc et moi, nous tentons d'expliquer aux gens. Luc le fait avec beaucoup de retenue. Moi, je le fais de manière tout crue. C'est-à-dire que cette tribune-là, c'est une manœuvre. Même si on est en économie ou en commerce, c'est un dol. Tu vois, c'est une manœuvre destinée à flouer les gens. Voyez-vous, c'est quand même incroyable que le Togo se lève un matin pour dire que j'en ai marre de l'Occident et que je suis panafricaniste, alors que leur existence, leur vie, jusqu'à ce jour, c'est l'Occident qui les a fabriqués au bout du bout des doigts. S'il y a un pays qui doit même s'engager dans la lutte contre l'Occident, ou bien un régime, le régime togolais serait le moins actif, même le dernier. Mais si c'est eux qui disent que nous prenons le devant de cette lutte-là, vous comprenez que les gars sont en train de chercher d'autres bouées de sauvetage parce qu'ils sont en difficulté. Voilà ce que je voulais dire. Parce qu'ils sont en difficulté, le Togo cherche à exister. Mais la fréquentation sort rare. Nous allons parler de ça tout à l'heure après cette petite pause.